Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre petite émission série Pause avec un nouvel invité aujourd'hui, Pierre-Paul Cursol, fondateur et dirigeant de l'agence d'architecture ACLA, où tu n'es pas seul, mais tu nous la présenteras dans quelques instants, et puis Raphaël Bernabei, directrice générale adjointe de Marne-au-Bois SPL. Un entretien aujourd'hui tourné surtout, qui portera surtout sur la ville productive, parce que le premier projet que nous conduisons ensemble, c'est sur le secteur d'Alouette Est, qui est juste à côté de Val-de-Fontenay, donc à 500 mètres d'ici, et dans lequel il y a une dimension de ville productive, d'activité extrêmement importante. Mais avant de rentrer dans le vif de ce sujet, j'ai une première question pour toi. Quelle a été ta première impression de cette zone? Alors, Val-de-Fontenay et les Alouettes qui sont vraiment juste derrière, c'est deux quartiers qui se touchent. Et qui sont très différents. Et qui sont très différents. Justement, c'était cette différence qui était hyper marquée entre le côté Val-de-Fontenay et le côté Alouette. Où Val-de-Fontenay, on sent vraiment le quartier qui a été pensé, aménagé, qui a été structuré par une pensée à un moment donné des années 50 ou 60. Et puis de l'autre côté, Alouette, qui est le quartier qui s'est fait par lui-même, qui s'est construit lui-même au gré des opportunités, sur un foncier qui n'était pas forcément pensé, même sur une trame urbaine qui n'était pas forcément pensée pour ça. Et du coup, ça a donné un joyeux mélange, je trouve, sur les Alouettes, et peut-être quelque chose de moins rigide que ce que moi je ressens en tout cas à Val-de-Fontenay. La première fois que j'y suis venu, j'ai trouvé presque trop de rigueur dans Val-de-Fontenay, côté Val-de-Fontenay, qu'on n'a pas dans les Alouettes, et où on a quelque chose de beaucoup plus... De quoi est constitué ce mélange sur les Alouettes? Sur les Alouettes, ce mélange, il est constitué d'un entrelac de petits pavillons un peu faubouriens en soi, de locaux d'activité, locaux d'artisanat aussi, avec des dimensions et des tailles différentes, et qui ont tous d'ailleurs une manière de s'adresser à l'espace public qui est différente en fonction des typologies. Et du coup, tout ça s'adresse sur des rues qui sont encore presque de l'échelle finalement des chemins maraîchers qui parcouraient en fait la plaine qui était cultivée ici avant. Et donc du coup, on a une succession de plans quand on se trimballe aux Alouettes, entre des petits pavillons qui sont souvent en front de rue d'abord, et puis derrière, sur l'arrière de la parcelle, des volumes et des morphologies plus importantes qui sont celles de l'activité et de l'artisanat, et une place de la végétation dans tout ça qui a été plutôt opportuniste en fait, et qui aujourd'hui apporte la richesse végétale du quartier. C'est quasiment que sur les espaces privés, et c'est ce paysage privé là qui déborde dans la rue de la Fontaine-les-Vaisseaux. Elle est hyper comment dire, représentative de ça. De cette végétation qui a colonisé un petit bout de pleine terre sur un parking d'une activité, ou le petit jardin d'un pavillon, et d'un coup qui s'est mis à déborder, qui a fait la richesse végétale du quartier, alors qu'on n'a quasiment aucune végétation sur l'espace public, sur les Alouettes. Il y a très peu d'alignement, il n'y a pas ouais. Et du coup, tu parlais d'habitat et d'activité. Est-ce que ça fonctionne bien sur le quartier? Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des problématiques de nuisances qui font que les usages sont pas forcément concordants. Est-ce que, selon toi, aujourd'hui, les Alouettes, c'est un quartier qui marche, en fait? C'était assez drôle, et d'ailleurs c'est notamment la concertation qu'on a fait quand on a lancé avec vous le projet sur les Alouettes Est. C'était assez drôle de voir que nous, je pense qu'en tant qu'architectes, urbanistes, paysagistes, avec toute l'équipe, concepteurs, etc., on a dénoté plein de mésusages sur le quartier, de problématiques dues notamment au flux de livraison, avec des trottoirs qui sont mal dimensionnés, les camions qui montent sur les trottoirs, des palettes de livraison qui sont partout sur l'espace public, etc. Et donc des mésusages dans le fonctionnement du quartier, comme ça, entre le quartier habité et le quartier travaillé, entre guillemets.
Et alors que quand on écoute les habitants, par exemple, ils adorent les peu d'habitants qu'il y a aux Alouettes, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils adorent vivre aux Alouettes parce qu'ils sont dans un endroit où ils ont l'impression d'être hyper au calme, finalement. Le week-end, déjà, les entreprises elles sont fermées, il n'y a personne, et en fait, ils ont le quartier pour eux, entre guillemets. Et donc, il y a un mélange qui se fait et qui, en réalité, fonctionne pas si mal si on arrive à régler ces questions de mésusage dont je parlais tout à l'heure, ou de conflits plutôt d'usage. C'est plus que des mésusages, c'est des conflits d'usage sur l'espace public. Et les entreprises, elles aussi, sont quand même plutôt hyper bien sur le quartier. Elles nous l'ont quand même toutes dit pour la plupart, du fait de sa position aussi en première couronne, connectée à la 86, donc très facilement desservie. Donc finalement, on a un ensemble qui vit pas si mal et sur lequel, à mon avis, il manque pas grand-chose pour en faire un quartier vraiment productif et qui laisse un peu plus de place peut-être quand même à l'habitat et enfin aux habitants et aux usagers du quartier. Alors la ville productive, on va y revenir parce que c'est un peu la thématique aujourd'hui. Comment tu en es arrivé à t'intéresser à ces quartiers ou à ces morphologies urbaines ou à ce type de tissu urbain que sont les villes productives? En fait, je pense que c'était pas une volonté en soi, contrairement à d'autres agences d'archi d'ailleurs qui peuvent se spécialiser là-dessus. Je pense à Civil notamment par exemple, qui s'est vraiment développé en se spécialisant sur la question de la ville productive. Nous, c'était pas du tout une volonté particulière, mais en fait, le fait est que tous les projets sur lesquels on a été amené à travailler depuis qu'on a créé l'agence, ils étaient teintés ville productive. Et d'ailleurs, pareil, quand on a à la création de l'agence, on a, comme je pense beaucoup de jeunes agences d'architecture, participé au concours Europan. Et la thématique du concours Europan, c'était ville productive, quoi. Donc c'était quelque chose qui était un peu dans l'air du temps, j'ai envie de dire à ce moment-là. Mais le fait est que en fait, tous nos territoires de projet aujourd'hui, si on regarde, c'est que des anciennes zones industrielles ou artisanales. Qui étaient occupés par des entreprises et dont on a toujours considéré le foncier mutable, notamment en première couronne, pour développer les gros projets d'aménagement. Et donc on a commencé à travailler avec d'autres aménageurs sur des territoires comme Ivry-Confluence. C'est un quartier qui est avant tout productif aujourd'hui et sur lequel on essaye d'importer de la mixité. Mais donc il y a cette question de la ville productive qui ressurgit en fait sur quasiment tous nos territoires de projets aujourd'hui qu'on a, en tout cas en Ile-de-France, clairement. C'est assez significatif que en quelques instants, tu aies pu dire que le quartier fonctionne pas si mal à quelques éléments près, de déplacement, de trottoir, de confrontation parfois complexes, mais néanmoins avec des entreprises qui ont envie d'y être et des habitants qui ont envie d'y être aussi. Là, je reviens sur les Alouettes. Et dans le même temps, juste après, que tous les maîtres d'ouvrage et peut-être beaucoup de villes en France ont considéré que ces espaces-là étaient fondamentalement mutables. Quand on a commencé à travailler sur les Alouettes il y a quelques années maintenant, c'est vrai que nous, on s'est dit, d'une part, qu'il ne fallait pas déstructurer le tissu d'entreprise, parce que sinon on allait d'abord le perdre, mais que dans le même temps, le foncier en tant que tel, même si on ne le déclarait pas mutable, nous, pour faire une opération d'aménagement, parce qu'on en aurait envie, il est lui-même en train de bouger, lui-même en train de monter, lui-même en train d'être l'objet de spéculation, de vente, etc., qui se font toujours, en tout cas dans la dernière décennie ou dans les 15 dernières années, toujours au détriment de l'activité. C'est-à-dire dès qu'il y a un foncier qui arrête d'être productif parce que départ à la retraite du propriétaire et du fondateur de l'entreprise, parce que, etc., ou besoin d'agrandissement de l'entreprise qui n'était pas possible sur son foncier, c'est transformé pour faire du logement dans des proportions assez importantes. Pour un peu contrecarrer ça, on monte l'opération dans laquelle on maintient une forte dimension de ville productive à reproduire, à réimaginer, à reconcevoir et à redévelopper. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, pour toi en tant que concepteur, pour imaginer de nouveau de la ville productive possible sur des espaces dans lesquels on va essayer de maintenir une mixité et presque cette authenticité de mixité qu'il y avait au départ avec de la confrontation d'un petit habitat plus ou moins collectif avec de l'entreprise qui n'est pas de l'entreprise tertiaire avec des gros bâtiments de bureaux, quoi. C'est tout l'enjeu du projet des Alouettes là, que tu poses. que tu poses là, mais je crois quand même que
En fait, on en parlait juste avant, il y a une question de définition peut-être de ce qu'est la ville productive. Et en fait, on se rend compte quand même, et sur les Alouettes, mais sur d'autres projets aussi, que déjà, en effet, tous ces territoires, aujourd'hui, et je pense que ça a été une vraie problématique des décennies passées en aménagement urbain, en tout cas en Île-de-France, c'est que ce foncier, on l'a considéré comme mutable en fait. Et même si là, ce n'est pas le point de départ du coup, de l'opération Alouette Est, il y a plein d'endroits où ça a été carrément le point de départ. On s'est dit, en fait, ces activités-là, elles n'ont pas de valeur ajoutée, entre guillemets, au sens de la ville tertiarisée, je pense. Et donc, il faut faire muter ce foncier. Mais sur les Alouettes, en fait, je suis en train de perdre la question que tu m'as posée. Comment on arrive à trouver la recette ou la manière de produire une ville qui permette de maintenir des entreprises, oui. Dans un tissu dans lequel on veut garder cette mixité, ce mélange initial qui était là et qui fait un peu tout l'intérêt, le charme de ces tissus qui ne sont pas monofonctionnels. Déjà, je pense que la première chose à faire, c'est de porter un regard qui est un peu différent sur ce tissu-là, justement. D'arriver à en voir la valeur ajoutée, du coup, de ce tissu-là, et de se dire qu'on a un immobilier qui est là, qui est existant, qui est un patrimoine, en fait, même s'il n'est pas aussi qualitatif que ce qu'on pourrait imaginer dans une opération d'aménagement, et qu'il faut faire avec ce déjà-là, et que ces entreprises, elles sont en place, c'est des emplois, et il faut arriver à faire avec plutôt qu'à faire par-dessus ou sans. Donc je pense que c'est la première chose à faire, et c'est ce qu'on a essayé de faire, je pense, sur les Alouettes, quand on a commencé avec vous à travailler, avec tous ces ateliers qu'on avait mis en place, avec les chefs d'entreprise, les salariés, etc., pour déjà comprendre en fait. C'est qui, ils font quoi, ils ont quoi comme besoin, etc. Peut-être préciser que dans le début de la mission, il y a eu effectivement toute une phase de concertation, alors non pas avec les habitants, il y a une petite partie avec les habitants, mais avec l'ensemble des entreprises en fait, qui étaient sur site pour bien comprendre quelle était leur stratégie de développement, quels étaient leurs besoins éventuels d'agrandissement ou de déplacement, et quelles étaient leurs stratégies aussi court, moyen et long terme pour pouvoir vraiment travailler avec et se dire voilà, c'est quoi l'état de l'existant sans présager de ce que sera le temps 2 et comment est-ce que ça va évoluer, parce il faut se dire aussi que dans la ville productive, ça bouge aussi énormément, on a parlé de la pression foncière qui est très très forte, et il y a des entreprises qui peuvent tout simplement plus se payer en fait ce foncier-là aussi proche de Paris. Il y en a qui ont besoin de s'étendre. Il y a vraiment c'est ça que ça nous a apporté en fait, ce diagnostic très ciblé chef d'entreprise qui pour nous en tant qu'aménageurs n'est pas une culture auquel on est forcément très familier. Oui, mais c'était intéressant d'ailleurs dans ces ateliers de se rendre compte qu'on allait vers les entreprises pour connaître leurs besoins, savoir comment elles fonctionnent, tout ce que vient de dire Raphaël, et que les premiers échanges qu'on a eus avec les chefs d'entreprise, ils étaient tous fermés, ils étaient là en mode projet d'aménagement, quand est-ce que vous nous virez? C'était vraiment c'était ça au début. Vraiment, ils attendaient à ce qu'on leur dise en fait, vous allez devoir quitter le territoire à telle date, etc. Parce que le projet c'est ça, ça et ça, et il vous fait pas de place. Et donc il y a eu tout un travail avec eux sur non, mais en fait on n'est pas là pour vous dire qu'il faut partir, on est là pour comprendre comment vous fonctionnez. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se mutualiser aussi les uns les autres entre vous, et essayer de voir comment on fait un projet autour de ça. Et dans le cas des Alouettes, en fait, c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, je le disais à l'instant, il manque pas grand-chose pour que ça fonctionne bien. Je pense qu'il manque à réussir à réorganiser les flux, parce qu'en fait, la ville productive, c'est quand même beaucoup de flux, et on le voit, ce qui fait des conflits d'usage aujourd'hui sur les Alouettes, c'est avant tout les problématiques de livraison en fait, de ces entreprises. Donc, arriver à réorganiser les flux et les flux de livraison de ces entreprises, et arriver à réinsérer dans ce quartier une trame d'espace public qui permettent de le parcourir un peu autrement que sous l'angle des flux, justement, et qui permettent d'amener à une autre forme de mobilité dans ce quartier, qui du coup s'adresse aux autres usagers du quartier que les entreprises. Et en fait, je pense que si on arrive à déjà faire ça, les entreprises, elles vont vivre par elles-mêmes, et en fait, la mixité, on peut l'insérer par petites touches, ponctuellement, autour de cette nouvelle trame qui a été insérée dans le quartier, en fait.
Et la grosse question que pose quand même le quartier des Alouettes, et notamment du fait de la quantité d'entreprises qui sont présentes aujourd'hui, il y a plus de 150 entreprises sur les Alouettes, c'est qu'on n'a aucune place par contre pour la pleine terre aujourd'hui sur le quartier. Et ça, c'est un des gros enjeux du quartier, c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des cours de livraison, des cours de stockage qui ne soient pas des surfaces complètement imperméables en fait. Et donc comment on réintroduit aussi du paysage pour la qualité de vie des habitants et puis aussi même des salariés et des usagers du quartier. Comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, parce que c'est un écueil, c'est peut-être pas le plus dur, mais enfin ça fait partie des actions les plus dures à laquelle j'ai été confronté depuis que je travaille, réussir à mettre en place ces espaces, ces morceaux de ville, dans lesquels il y a encore de la place, en tout cas en zone dense de l'agglomération parisienne, il y a de la place pour de l'activité de production, de petite production, de logistique, etc. Aujourd'hui, on fait le pari sur Alouette, est-ce qu'on va réussir ce défi qu'on n'a pas forcément réussi partout ailleurs, et avec notamment un ingrédient là qui est important, qui est d'avoir des entreprises sur place qui sont dynamiques, qui ont envie de rester, qui ont des capacités d'extension, de développement. Ce qui veut dire aussi par moment de produire un nouvel immobilier qui soit compatible avec leur projet de développement à elles, parce que si elles restent dans des bâtiments qui sont parfois de guingois, parfois un peu vieillissants, ça peut freiner leur propre développement économique. Quel est l'ingrédient qui monte, et là c'est peut-être une question pour toi Raphaël, c'est comment est-ce qu'on traite la question que tu évoquais tout à l'heure du foncier et de sa cherté, le coût de ce foncier qui devient prohibitif pour relever le défi de maintenir de la ville avec des entreprises dedans qui ne soient pas du tertiaire. En fait, je pense qu'effectivement, la présence d'entreprises et de chefs d'entreprise et d'équipes mobilisées sur place qui sont extrêmement motrices dans la volonté de rester sur site, parce qu'on se situe aussi à moins de 500 mètres de la gare de Val-de-Fontenay, que demain il y a la ligne 15 qui arrive sur le péripôle juste à côté en entrée de quartier. Donc on est vraiment qu'il y a la 86 pour les flux, on parlait tout à l'heure des livraisons qui est extrêmement déterminant dans le fonctionnement de ces activités-là. Donc c'est en même temps un avantage et en même temps sur certains points, je dirais, je viendrai contrebalancer un peu un inconvénient. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie de ces entreprises-là, elles sont propriétaires de leur foncier. Elles ont des pratiques, elles ont des habitudes et on voit que nous, dans les discussions, on a vraiment une question d'acculturation des entreprises à pouvoir faire changer les pratiques. Tout à l'heure, Pierre-Paul parlait de mutualisation, de pouvoir mutualiser même des stockages ou du stationnement, des livraisons. Et ça, c'est très très difficile de pouvoir monter un petit peu en hauteur sur l'activité via des monts de charge. On sait que ça se fait très bien. Et en fait, de faire changer cette culture d'entreprise est quelque chose d'extrêmement difficile quand on est soi-même propriétaire d'une entreprise, que ça fonctionne bien et que on veut rester sur site et on continue à se développer. Ouais, mais parce qu'aussi, et c'était hyper intéressant de voir ça aussi avec les entreprises quand on a fait le diagnostic, c'est que en fait, le chef d'entreprise, il se confronte à des questions auxquelles nous, concepteurs, on ne pense même pas. On se dit, mais attendez, on peut vous proposer de faire un stock en étage, et donc de densifier, compacter votre entreprise pour libérer de l'espace au sol pour faire d'autres usages et autre chose. Et en fait, le chef d'entreprise nous dit, mais attendez, moi, j'ai aucun de mes chauffeurs qui a le permis, qui va bien pour monter les marchandises à telle hauteur dans un stock. Et donc, en fait, il faut les accompagner à se dire, ok, il y a un accompagnement au changement aussi à faire. Et il y en a qui sont prêtes à le faire, clairement. Il y a des entreprises parce qu'ils sont vraiment très attachés au territoire. Il y en a d'autres où on se rend bien compte qu'à un moment donné, on va se heurter à une incapacité à faire. Et après, il y a quand même la question aussi de la standardisation de ces immobiliers-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir que des réponses au cas par cas, au chausse-pied pour des entreprises. Il faut qu'on puisse avoir aussi et répondre à leur cahier des charges de façon exhaustive. On doit pouvoir, nous aussi, inscrire l'activité et le développement économique dans un temps très long. Donc, et de produire pour ça et d'adapter les locaux dans le temps, dans le très long, et qui soient vraiment aussi... si demain l'entreprise part, il faut qu'on puisse se retourner aussi. Oui, mais c'est là où je pense que sur les Alouettes, il faut réussir à avoir un projet plus tactique en fait, et qui
qui acceptent de juxtaposer les programmes, les immobiliers, et sans se dire qu'il y a un remembrement complet qui doit se faire. C'est presque à la parcelle qu'il faut réussir à travailler et se dire bah tiens, là on a une opportunité parce que telle entreprise elle est partie ou que tel foncier, il y a un immobilier qui est dans un mauvais état et que donc il est mutable, bah tiens, on peut apporter un programme de logement pour amener un peu plus de mixité. Et puis bah en fait, il faut accepter qu'il y ait une juxtaposition des fonctions urbaines les unes à côté des autres, chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en fait dans un projet d'aménagement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même toujours, déjà les projets d'aménagement ont en grande partie programmé du logement et du bureau, donc des types d'immobilier et de fonctionnement qui sont plutôt compatibles entre guillemets, et je pense qu'il faut accepter la juxtaposition en fait des, mais des choses choses. que ne sont pas forcément prêts à accepter, par exemple les entreprises aussi, ou toutes les entreprises. Ou, Donc, ou les opérateurs de logement. Ou les habitants. Les opérateurs de logement. Et les habitants, les habitants, bah si, ce que dit le chef d'entreprise, c'est que oui, mais si je mets des habitants au-dessus, ils vont se plaindre, je fais du bruit. Alors, eh ben là, je trouve que ça pose la question et à laquelle j'ai l'impression qu'on se confronte quand même ensemble sur les Alouettes depuis le début du projet, qui est en fait, est-ce qu'on arrive à faire de la ville productive pour les acteurs qui sont là ? C'est-à-dire, on peut se dire qu'on va avoir une programmation importante de locaux dédiés à des rez-de-chaussée actifs, à de l'artisanat, à de la production et à de l'activité. Mais est-ce que ça, on arrive malgré tout à le faire? Et ça a été tout ce qu'on a essayé de faire avec les ateliers dont on parlait, tout ça. Mais moi, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on arrive à le faire avec les entreprises qui sont déjà présentes? Parce qu'il y a tous ces biais justement sur leur fonctionnement, sur leur capacité d'investir, d'accepter de peut-être plus être propriétaire de leurs biens, etc. Donc finalement, est-ce qu'on y arrive avec ces entreprises? Et ça va rejoindre et répondre en partie à la question qui a été posée. Mais enfin, il faut quand même partir du constat que arriver à maintenir un tissu productif dans les modèles d'aménagement aujourd'hui, on n'y arrive pas. C'est très compliqué. Et c'est encore une fois, moi je te rejoins François quand tu dis que c'est le plus gros défi en aménagement qu'on a aujourd'hui d'arriver à maintenir et à développer de l'activité sur site, parce que en fait, les modèles notamment économiques ne fonctionnent pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui un propriétaire d'entreprise qui développe son activité au sein d'Alouette Est et qui voudrait se repositionner sur un autre foncier pour s'agrandir, se redévelopper et voilà dans cet urbanisme un peu tactique mais sur des modèles classiques où il redevient propriétaire de sa propre activité, aujourd'hui ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire que pour y arriver, il faudrait faire de la péréquation sur des centaines de logements, ce qui, urbanement, serait pas forcément acceptable. Donc il y a forcément peut-être une question des entreprises qui peuvent rester en place telles quelles dans un phasage à définir, et après toute une série de modèles. Mais François, tu peux peut-être en parler des modèles sur lesquels on est en train de réfléchir pour pouvoir, non plus être dans un modèle classique où on achète du terrain et on revend à un promoteur qui installera une entreprise qui sera propriétaire, mais voilà, un autre peut-être sur des modèles de dissociation de foncier qui sont... Qui est une piste qui nous a beaucoup interpellé tous les acteurs et tous les opérateurs, aménageurs, promoteurs, investisseurs, etc. Sur le logement, hérité des expériences américaines sur les Community Land Trust, où on met en commun la propriété du foncier et on supprime ce coût-là en le mettant sur des très longues durées. En France, ça a donné les OFS qui possèdent les fonciers, et après, on peut vendre les murs qui sont construits au-dessus à des propriétaires des murs, mais en tout cas, le foncier, lui, il est porté, et on va dire, par une communauté d'acteurs, en France, les OFS, pour que déjà ressortir ce coût initial de foncier qui est devenu trop cher en Ile-de-France, et qui est compensé par une petite redevance. L'expérience sur de l'activité se fait ailleurs en Europe, et c'est vrai qu'il nous semble, dans une zone aussi dense où le foncier est aussi cher, que si on arrive à sortir le coût de foncier et à le mettre chez un porteur de foncier qui peut rester 70 ans, 80 ans, avec un petit rendement qui ne sera certes pas à 5%, 10%, 20%, mais qui peut être, malgré tout, lui permettre de rembourser son foncier, de le porter sur 5 décennies, 6 décennies, 7 décennies, vraiment comme on fait pour le logement dans des BRS, nous permettrait de reconstituer des murs d'activité à des prix qui soient abordables pour des gens qui ne font pas du tertiaire, mais qui peuvent payer des loyers après, qui sont des loyers réels de marché, mais qui sont autour de 100, 120 euros et qui ne seront jamais à 200 euros.
ou difficilement, durablement à 200 €. Comment et avec quels acteurs monter cette propriété du foncier de long terme, avec des rendements qui existent mais qui sont finalement très faibles. Donc est-ce que c'est sur des systèmes de foncières solidaires comme c'est expérimenté dans d'autres systèmes? Est-ce que c'est des montages plus institutionnels? Il faut qu'on trouve ça pour qu'on puisse proposer ça. Et après, est-ce que ces foncières-là qui portent le foncier peuvent également être ouvertes aux entreprises qui sont dessus? C'est-à-dire qui pourraient acheter les murs pour elles-mêmes en être 100% propriétaires, mais aussi avoir une quote-part de la détention du foncier, mais non pas raccrochée à ce qui se passe sous leur immeuble bâti, mais dans l'ensemble de ceux qui vont être propriétaires de ce foncier pour les quelques décennies qui suivent. En tout cas, c'est une piste qui est suffisamment ouverte et large, et surtout qu'on ne l'a pas encore essayé, qui nous permet de nous donner l'espoir qu'on va réussir. Mais on pourrait même être, enfin, si on était un peu plus radical, en fait, il y a un enjeu à maintenir la ville productive dans les centres denses, à avoir des emplois qui soient plus diversifiés, etc. Et c'est quand même intéressant de regarder que aujourd'hui, à Paris et en première couronne, c'est quasiment essentiellement des bailleurs sociaux qui portent l'immobilier productif et qui se mettent de plus en plus à investir dans l'immobilier productif en se diversifiant justement du logement. Et donc, il y a presque en fait un besoin finalement que ces entreprises, au même titre que les logements, ils ont besoin d'être aidés à un moment donné pour les populations fragiles, que ces entreprises, en fait, on vient les aider avec un immobilier qui est moins cher et qui est porté, comme tu le disais, à long terme. Et donc là, en l'occurrence, il y a quelques exemples aujourd'hui quand même en Ile-de-France avec des bailleurs sociaux qui se mettent à investir sur de l'immobilier productif. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un levier de type réglementaire, hein, par exemple avec qu'est-ce qu'on pourrait faire avec des PLU, des PLUI pour arriver aussi à encadrer un peu plus parce qu'aujourd'hui la problématique c'est que la pression foncière elle vient aussi de la constructivité potentielle qu'on a sur un terrain. Je me rappelle, c'est une discussion qu'on avait eue il y a longtemps, ça. Il y a très longtemps. Moi, je suis un peu défenseur de ça, mais il faut réussir à le mettre en œuvre. Je pense que c'est la difficulté. J'ai la sensation quand même que, certainement pour contrecarrer les politiques d'aménagement des décennies passées, et notamment des années 50, où on était quand même dans le zoning, où on a commencé à dissocier les fonctions de la ville, et donc on avait des zones d'activité économique ou des zones industrielles, et les choses ont commencé à s'éclater comme ça. On s'est quand même mis à avoir des PLU ou PLUI aujourd'hui qui ont des zones urbaines générales qui ouvrent à toute constructibilité en fait. Quand on regarde la plupart des zones urbaines générales, en fait, elles ouvrent à tout type de constructibilité, alors, en interdisant les grosses industries ou ce genre de choses, ou quelques gros services parfois qui peuvent poser problème dans les milieux denses. Mais en fait, du coup, on se retrouve, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, la problématique de la pression foncière sur les alouettes, c'est qu'en fait, n'importe quel opérateur immobilier, il a la capacité de construire du logement et beaucoup de logements en général. Donc si on arrivait à un peu plus maîtriser justement le coût du foncier par le règlement urbain, je pense que c'est quelque chose qui avait été tenté, il me semble, sur les alouettes avec une OAP qui a imposé 30% d'activité, 30% de bureaux et 30% de logement. Je ne sais pas comment ça s'est vraiment mis en œuvre par la suite. Mais... On poursuit sur cette logique-là. Après, la difficulté, c'est de la mettre en œuvre. C'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que ce qui pourrait partir le plus vite, les 30% de logements qui sont assez faciles. Il y a un tel besoin de logements en Ile-de-France qu'il faut en produire. Non, on en produit par ailleurs dans d'autres secteurs de l'opération, mais ici, si on voulait faire les 30% de logements, voire 50%, voire 60% de logements, on pourrait les faire tout de suite. Si on le fait maintenant, ce serait au détriment et ça rendrait impossible demain la partie plus dure qui est celle de l'activité productive. Aujourd'hui, il y a de nombreux freins, de trop nombreux freins, mais tout le monde ne les analyse pas de la même manière. Les freins à la sortie des projets, on constate tous par contre que c'est très difficile par rapport à l'idée de départ d'il y a 5 ans, d'arriver à faire aboutir même pas la totalité d'un projet, mais un bout. Et on part déjà de 5 ans entre l'idée de départ et la première sortie, la première réalisation, et même ce délai-là, on ne le tient plus.
Comment est-ce que toi, est-ce que déjà tu subis ce même ralentissement que nous on connaît par ailleurs en tant qu'aménageur? Et comment tu l'expliques, l'analyses? Le ralentissement d'activité? Oui, et de notre capacité à produire du projet. Eh ben, je pense qu'on est quand même sur et le quartier des Alouettes en est un bon exemple. Enfin, je veux dire, on vous accompagne depuis 2019, je crois, sur les Alouettes. Et on voit qu'il y a une difficulté en ce moment, à la fois, je pense, opérationnelle déjà. Enfin, il y a une vraie complexité qui fait que les choses, elles ont du mal à sortir. Il y a une vraie problématique de coût sur toutes les opérations ou tous les projets. Et on en parlait juste avant aussi. On a beau finalement essayer de porter, en tant que concepteur, essayer de porter des ambitions urbaines, architecturales, paysagères, environnementales. On est confronté là, à un retour de bâton, je trouve, où en fait on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui est viable aujourd'hui, du fait de l'augmentation des coûts, etc. Et où les choses, elles avancent pas. Et puis je pense qu'il y a une vraie question aussi, alors je sais pas, je pense pas que ce soit le cas sur les Alouettes, mais il y a une vraie question des collectivités à vouloir faire aussi, et à quel sens de l'histoire il faut prendre, en fait. Moi, j'ai la sensation en ce moment qu'on est un peu dans un... On est dans une période historique depuis hier. Ouais, non, mais même sans parler d'hier, mais où en fait tout le monde a conscience des enjeux environnementaux, mais personne les aborde vraiment en réalité. Enfin, à un moment donné, je pense qu'il faudrait qu'on se dise tous qu'il faudrait qu'on arrête de faire ce qu'on est en train de faire concrètement, d'aménager comme on aménage. Il faudrait qu'on arrête de bétonner comme on bétonne. Il faudrait qu'on se mette concrètement tous ensemble à construire différemment, à penser la ville et à penser l'aménagement du territoire différemment. Et pourtant, je remarque qu'en fait, il y a toujours autant de mètres cubes de béton qui sont coulés partout en Île-de-France, et on continue à imperméabiliser des sols autour de l'A104. Et donc, en fait, j'ai la sensation que les collectivités, là, en ce moment, ils sont un peu dans un truc où il y a l'envie de porter ces ambitions-là, et en même temps, il y a, on ne sait pas trop comment faire et avec quel levier réussir à le faire, parce qu'on a des opérateurs en face de nous qui nous disent « Ah ben non, c'est juste pas possible, ça tourne pas, l'économie, elle n'est pas là, etc. » quoi. Et j'ai l'impression que tout ça, ça ralentit tous les projets en ce moment. Enfin, moi, je le vois sur toutes nos opérations, des projets plus simples de logement à des choses plus complexes, mixtes, etc. Il y a tout qui est au ralenti, qui s'arrête, qui sort pas, qu'on réétudie différemment, et puis ça met encore 6 mois, et il y a des discussions, et on est dans un... J'ai l'impression que personne n'arrive vraiment à se saisir, enfin, moi c'est ma lecture, hein, mais de ces enjeux environnementaux, en fait, il faut qu'on passe une marche qui est trop haute à marcher, en fait, à passer, pardon. J'ai l'impression qu'on a une marche énorme à franchir, là, et qu'on sait tous pas trop comment la franchir. Je sais pas si c'est extrêmement clair. Alors, on va arriver au bout de l'échange, mais je ne sais pas si j'ai envie de terminer sur cette phrase-là ou pas. J'aurais aimé qu'on fasse un tour de table pour se dire peut-être comment nous, on pourrait franchir cette marche. Et dans le même temps, j'aime beaucoup cette dernière image qui me parle, en tout cas personnellement, beaucoup, et qui me fait me dire que oui, effectivement, la marche est là. On est quelques-uns à avoir de la bonne volonté, peut-être certainement plein à avoir de la bonne volonté. Mais comment on transforme cette bonne volonté en concret, en réalisation et en faire. Donc j'hésite à conclure et sur cette belle parole de la marche à monter, ou quand même de se donner les quelques minutes qui restent pour ne serait-ce que se poser une dernière question chacun. Il y a peut-être un champ aussi qui n'a pas complètement été exploré, mais qui pourrait être une partie de la solution. On n'en a pas trop parlé là, mais c'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup sur Alouettes, qui est la réhabilitation des locaux d'activité qui existent déjà et qui permettent, en fait, avec des petites touches de réinjection financière, permettent de dupliquer un peu le développement économique. Bon, c'est encore à l'état de très amont. Moi, j'ai une dernière question pour toi, si je peux. Je sens le piège. Non, jamais. Jamais de piège. Donc, quel conseil, toi, qui connais à la fois les métiers de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage, quel conseil tu donnerais aux maîtres d'ouvrage aujourd'hui pour franchir la marche, pour en tout cas se donner les moyens de passer au step d'après?
compliqué comme question. C'est marrant, j'ai un maître d'ouvrage qui m'a posé exactement la même question sur un projet qui n'arrive pas à sortir et qui m'a dit si je vous donnais les clés, qu'est-ce que vous ferez ? J'ai pas su lui répondre. Ça tombe bien, je te donne pas les clés. Non, je sais pas, je vais pas me permettre de donner des conseils aux maîtres d'ouvrage, mais je pense qu'il faut que tous collectivement, parce que le projet d'aménagement, d'architecture, c'est une œuvre collective, et ça j'y crois beaucoup, à cette équipe qu'on monte ensemble, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, enfin, que collectivement, on essaie de se dire que la ville, mais bon là, elle est pas que financière en fait, et qu'il faut arriver à trouver la bonne intelligence pour peut-être faire en sorte qu'on sorte des projets avec moins de valeur ajoutée, peut-être financière, mais beaucoup plus de valeur ajoutée environnementale, d'usage, de qualité d'usage, etc. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est ma réponse. Un grand merci à toi d'être venu jusque chez nous. Raphaël, merci beaucoup. Et puis à très bientôt tous pour un nouvel épisode.